m'appelle Sébastien Perny, je suis chercheur au CNRS, ici même. Et ce soir, c'est à moi que revient l'immense privilège et honneur de présenter notre conférencier de ce soir, donc le professeur Joseph Silk. Alors Joe, pour les intimes, est, je dirais, une véritable légende vivante en astrophysique. Il est sans contexte l'un des pionniers de la cosmologie moderne et l'un des cosmologistes les plus reconnus de notre époque. Alors, ces travaux de recherche ont marqué tous les domaines de la cosmologie, donc depuis l'origine des fluctuations de densité qui ont donné naissance aux grandes structures de l'univers, donc jusqu'à la formation et l'évolution des galaxies, en passant par la physique de la matière noire dans l'univers, ou encore l'origine des trous noirs massifs au cœur des galaxies. Alors, je n'ai pas le temps d'énumérer la liste complète de ses contributions dans tous ces domaines. On serait parti pour passer la soirée ensemble, même une bonne partie de la nuit. Donc je vais juste mentionner 2-3 points, juste pour donner une idée précise de ses contributions. Ça sera pas très long, ne vous inquiétez pas. Alors je commencerai donc durant sa thèse, soutenue en 1968 à l'université prestigieuse d'Harvard. Donc il a notamment publié une série d'articles qui sont devenus célèbres sur les anisotropies du fond diffus. Et notamment, il a prédit comment les fluctuations de densité initiale peuvent donner naissance aux grandes structures de l'univers que l'on observe actuellement, donc les galaxies. Et c'est d'ailleurs le modèle cosmologique actuel qui est encore privilégié pour décrire la formation des grandes structures de l'univers. Alors, durant sa thèse, toujours, il a également montré que les premiers objets qui se forment par condensation gravitationnelle doivent avoir une masse proche de celle des galaxies, donc en raison de la diffusion du rayonnement au cours de l'ère de la recombination. Et en fait, c'est un effet qui porte son nom, sous le nom de Silk damping. C'est la diffusion Silk. Donc, à la suite de sa thèse, il travaille dans plusieurs universités prestigieuses, Cambridge, Berkeley, Princeton et Oxford. Et notamment, en 1978, il devient professeur de l'université de Berkeley, et donc continua ses travaux en cosmologie. Alors, Joseph Silk a beaucoup aussi contribué au développement de nos connaissances sur le mécanisme des formations de galaxies, comme je l'ai évoqué au début, et c'est un champ d'investigation situé vraiment au cœur de la cosmologie moderne. Mais il a également ouvert des domaines qui sont vraiment au centre des préoccupations de l'astrophysique contemporaine, et notamment ses travaux sur la matière noire, sont à la frontière avec la physique des particules. Et Joseph Silk a contribué à l'émergence de ce domaine pluridisciplinaire, donc que l'on appelle, que l'on nomme maintenant astroparticules. Alors, comme vous pouvez le douter, Joseph Silk a reçu au cours de sa carrière de nombreuses distinctions prestigieuses et honorifiques. Donc, je dirais pour commencer qu'il a été professeur savillien de l'université d'Oxford. Donc peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, professeur savillien. Mais en gros, il faut savoir que c'est une chaire qui a été créée par Sir Henry Savile en 1619. Et donc depuis cette date, il y a eu seulement 21 professeurs saviliens en astronomie qui sont succédés. Parce qu'en fait, qu'une personne peut occuper cette chaire, qui est donc unique. Et donc, comme la plupart des professeurs saviliens avant lui, il a obtenu en 2008 la médaille d'or de la Royal Astronomical Society pour l'ensemble de ses travaux. Alors, plus récemment, il a obtenu le prix international Balzan en 2011 pour ses travaux sur l'univers primordial. Et enfin, aussi, il y a 2-3 ans, il a obtenu le titre de docteur honoris causa de l'université de Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Alors Joseph Silk a aussi occupé des responsabilités importantes, notamment directeur du laboratoire d'Oxford il y a quelques années. Et actuellement, comme il a écrit, il est plus ou moins rattaché à 3 établissements. Donc l'université d'Oxford, il est professeur émérite, le Johns Hopkins University, qui est à Baltimore, et également donc l'Institut d'astrophysique de Paris, puisqu'en effet il a obtenu une bourse ERC il y a 2 ans. C'est une bourse européenne qui est extrêmement difficile à obtenir, et grâce à laquelle on peut notamment financer de nombreux postdocs et thésards, donc de créer une grande dynamique au sein de cet institut. Et donc l'ensemble des chercheurs dont je fais partie sont extrêmement fiers et chanceux de pouvoir le côtoyer quotidiennement.
Alors, pour finir, et je laisserai la parole ensuite au professeur, un aspect qui est un peu moins connu, mais pour avoir eu l'occasion de goûter à ces plats, je dirais que Joseph Stick est aussi un excellent cuisinier. Et en fait, c'est pas du tout incompatible, puisqu'on parle, avec le métier d'astrophysique, de chercheur, puisqu'on parle souvent de soupe cosmique ou de recettes de cuisine pour décrire des processus liés à la formation des galaxies. Donc pour moi, tout ça me paraît tout à fait cohérent. Donc voilà, je laisse la parole maintenant au professeur. Bon, merci Sébastien. C'est un privilège d'être ici ce soir. Good evening. Je vais continuer dans un mauvais français. Bon, alors, d'ici à l'infini, je vais parler du début de l'univers jusqu'au presque à la fin ce soir. On peut commencer avec cette figure qui montre comment on a commencé il y a 14 milliards d'années. Et on est plus ou moins ici maintenant et on utilise les télescopes dans l'espace et sur la Terre, les plus grands télescopes, pour prendre les données qui nous révèlent toute cette histoire. Au début, on a commencé avec le Big Bang, en effet. On est toujours dans le Big Bang. Les fluctuations quantiques qui sont les racines de toutes les galaxies, toutes les étoiles qu'on voit maintenant. Et je vais raconter ce soir un peu d'histoire, mais avec, j'espère, pas trop de détails compliqués, mais pour donner tout le monde un goût de les choses qui sont à la frontière de la recherche actuelle dans l'astrophysique. Alors, c'est un Français qui a exprimé ces mots, tous mes diapos sont en anglais, désolé, mais que la nature est une sphère infinie, le centre est partout, et la circonférence n'existe pas. Dans un sens, c'est la métaphore pour le Big Bang, parce qu'il n'y a pas un centre de Big Bang. Et je vais commencer par raconter l'histoire de la découverte de cet univers que nous habitons. Et alors, tout a commencé avec, dans l'histoire du XXe siècle de la science, avec Edwin Hubble. Et c'est lui qu'on crédite pour la découverte de l'expansion de l'univers. Ici, c'est un tableau qu'il a reproduit dans les années 20. Et il a suggéré, ça montre que les points ici représentent chacune une galaxie. Et le fait que ces points continuent comme ça montre que le plus loin on était, le plus grande la vitesse de cette galaxie. Et tu peux voir, les points ne sont pas exactement dans accordance avec cette règle, mais néanmoins, il avait beaucoup d'intuition, il était convaincu que c'est une preuve de cette continuation avec la distance, la vitesse continue. Alors, une page dans l'histoire maintenant, et au même temps qu'il a fait ça, peut-être un peu avant, Georges Lemaître a fait la même chose. Hubble était un observateur, Lemaître était plutôt un théoreticien qui a pris les données des autres, mais en effet Hubble aussi, il a pris beaucoup de données des autres. Et Lemaître, il a publié une figure exactement comme celle de Hubble. Mais la chose bizarre, il a écrit cette figure dans un article qui était publié en français. Mais quand l'article était traduit en anglais, parce que l'article de Hubble était approuvé l'année avant, le maître a dit, c'est pas la peine de donner ma figure, c'est une répétition de Hubble.
Et son article a paru sans la figure. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on parle toujours de la loi de Hubble. Et c'est vraiment aussi la loi de Hubble et Lemaitre. Les deux personnes ont travaillé indépendamment et ont fait le même découverte en effet. Néanmoins, Hubble était un très bon, on peut dire, publiciste. Et on peut voir ici Hubble avec Einstein dans 1930 à Mount Wilson en Pasadena. Avec le télescope, il a montré à Einstein que l'univers est en tas d'expansion. J'imagine Einstein était convaincu parce que juste après, Einstein, ou avant, avait pensé que l'univers était statique, était écrit des articles sur l'expansion des nouveaux modèles du Big Bang. Donc, ça n'a pas pris longtemps pour Einstein. Alors, après des dizaines d'années, on a trouvé beaucoup plus de données par un nombre de scientifiques avec Hubble a fait un rôle majeur, mais des autres aussi. Et cette diapo montre, c'est le même que j'ai montré avant, avec en effet la mesure de distance et rayon, distance et vitesse ici. Et le plus loin on regarde, le plus grande la vitesse. Les données de Hubble, c'était juste ici, dans une région assez petite, pas beaucoup loin que notre galaxie Andromède, un peu plus loin que ça, mais dans toute cette région, on n'a pas vraiment une bonne idée de la vraie vitesse d'expansion. C'est seulement avec l'augmentation des données, on peut voir une vraie bonne fit aux données. Ça montre quand tu as les données, les points noirs, tu as le modèle de Big Bang, les points rouges, et ça montre que c'est une très bonne fit. Tout le monde était content avec ça. Alors, je vais expliquer dans un moment qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse augmente avec l'expansion. C'est un peu comme on imagine un ballon dans un état d'expansion. Une personne sur la surface de ce ballon pour voir seulement sur la surface des autres personnes. Et comme le ballon en expansion, la distance augmente et le plus loin cette personne, le plus grande la vitesse apparente aussi. En tout cas, c'est un modèle très simple, c'est un modèle de 2 dimensions. L'univers vraiment est en 3 dimensions. Mais si l'univers est en expansion, c'est-à-dire il y a une fois, c'était très petite, très dense, et peut-être très chaude. Ça a commencé avec dans le passé à cette époque. Et quand les nouvelles de ce modèle ont été partagées par beaucoup de scientifiques dans les années 30, les années 40, les physiciens des particules ont réalisé que c'est un monde qu'ils peuvent partager aussi avec les astronomes. Jusqu'à peut-être les années 40, c'était les astronomes qui mesurent les galaxies. Après, il y a une nouvelle étape dans tout ça. Et les gens qui font la physique de les protons, de l'hydrogène, les atomes, ont réalisé qu'avec le Big Bang, on peut faire des choses, qu'on peut tester leur théorie. Et une de leurs théories, la nouvelle théorie, était la théorie de réaction thermonucléaire. C'est la même réaction qui donne la puissance d'énergie à notre Soleil. Et ils ont réalisé qu'au début, l'univers a passé pour pas longtemps, pour quelques minutes seulement, mais à la même température, la même densité qu'on a actuellement dans le Soleil. Et si cette hypothèse était correcte, c'est l'hypothèse du Big Bang, il y a une prédiction. L'univers, comme le Soleil, on a dû brûler les protons de hydrogène et fabriquer le hélium. Et la personne qui a vraiment réalisé ça, les implications de ça, c'était un astronome, un physicien russe américain, George Gamow, qui a grandi dans la Russie de Staline. Et il n'était pas très facile à faire ses études en Russie à cette époque. Éventuellement, il était immigré aux États-Unis. Et lui, dans les années 40, il a réalisé que dans la première demi-heure de l'univers, on peut avoir en effet la création que tout on peut voir autour de nous, les atomes en effet. Et en même temps, il a fait une prédiction
que si c'était vrai, pour faire la réaction nucléaire, on a besoin d'un univers à grande température à cette époque, très chaude comme le Soleil, le Soleil. Et si c'était vrai, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a peut-être des reliques de cette chaleur qui existe dans notre univers. Ça peut être très, très froid. Alors, il a parlé de ça avec ses étudiants. Ces idées étaient oubliées, en effet. Et pourquoi ils sont oubliés? Parce que Gamow était peut-être un peu trop avant son époque, parce qu'il pensait pas seulement l'élément hélium, qui est le deuxième élément après l'univers, était fabriqué dans les premières demi-heures, mais aussi tous les autres éléments. Et après quelques années, les gens ont réalisé que ce n'est pas possible, qu'on peut fabriquer l'hélium, mais pas plus que ça, parce que c'était simplement impossible avec la réaction thermonucléaire. Il n'y a pas assez de stabilité dans les éléments pour fabriquer. C'était comme monter avec une échelle et les étapes de l'échelle étaient cassées. Alors pour ça, on ne peut pas monter plus haut. Et en effet, c'était les étoiles massives qui explosent, qui donnent tous les éléments plus lourds que hélium, comme charbon par exemple. Charbon, oxygène, tous ces éléments, les éléments que nous sommes fabriqués, sont les poussières des étoiles qui explosent dans l'univers aujourd'hui. Et alors, c'était notre théorie et les idées de Gamow pour fabriquer l'élément qui est le plus abondant dans l'univers, qui n'était pas fabriqué parce que dans notre Soleil, c'était commencé avec hydrogène, mais notre Soleil a toujours hydrogène. Alors, le hélium dans notre Soleil n'était pas fabriqué dans notre Soleil. C'est tous les éléments dans la Terre qui étaient fabriqués dans les autres soleils, mais notre Soleil était sans hydrogène, sans hélium, on pense, n'était pas la même cause de toute l'affaire, tous les autres éléments. Alors, c'est une petite bifurcation dans les physiciens qui travaillent sur les étoiles et sur les cosmologistes. Alors, un peu après, les gens qui ont fait ces idées, création de la poussière de nous dans les étoiles, ici, c'était le fondateur d'une théorie de cosmologie qui s'appelle la théorie steady state, perpétuelle création, Fred Hoyle, et c'est William Fowler, et Jeffrey Burbidge et sa femme. Et tous ces gens ont participé dans cette théorie que nous sommes la poussière des étoiles. Voilà. Et en effet, c'était seulement Fowler qui éventuellement a reçu le prix Nobel pour ça. Peut-être parce que les autres, ses collègues, ils avaient les idées beaucoup plus radicales. Lui, par exemple, Hoyle, c'est lui qui a les idées que le Big Bang n'existe pas. Il est très contre le Big Bang. Et les autres avaient autre idée difficile. Voilà. Alors, la cosmologie est restée là. Le Big Bang était là, mais pas vraiment de preuve. C'est vraiment une hypothèse. La prochaine étape dans l'histoire, c'était dans les années 50, quand les astronomes ont trouvé que la matière qu'on voit dans le télescope n'était pas la phase dominante de la matière dans l'univers. Et ils ont découvert la matière noire. Et ils ont réalisé que 90% peut-être de la matière autour de nous de la matière noire. Et les deux astronomes qui étaient centraux à cette idée sont indiqués ici. Zwicky, en effet, il a fait ses idées un peu avant, mais c'était vraiment aussi oublié pour 20 ans. Mais Fritz Zwicky, c'est un astronome suisse-américain. C'est lui qui a regardé un amas de galaxies. Il a réalisé de cet amas, et c'est une photo moderne, on voit ici, les galaxies doivent être entourées par un grand nuage de matière noire, sinon ça ne peut pas être stable. Et dans les derniers
dizaine d'années, on a utilisé le télescope spatial Hubble pour prendre une image de cet amas, le même que lui, il a travaillé. Et dans cette image, on peut voir une chose incroyable. En effet, on peut voir la matière noire. C'est noir, mais on peut le voir. Pourquoi? Parce qu'on voit un petit arc d'un cercle là. En effet, c'est un grand cercle qui était l'effet comme une lentille gravitationnelle. Il y a une galaxie derrière, et la matière noire, c'est la cause de cette distorsion dans la lumière. En effet, ici, même amas, mais c'est une image, c'est un plan de la matière noire. C'est le premier plan de la matière noire. On peut voir en effet la matière noire à cause de la distorsion des images de galaxies derrière le nuage de matière noire. Mais dans les années 50, c'est un astronome qui a travaillé beaucoup sur les galaxies proches. Et elle a travaillé dans les années 50 à un moment quand presque tous les astronomes étaient mal, pas fait mal. Et elle a dû monter le télescope sur la grande montagne et rentrer le matin. Les autres peuvent dormir là. Il n'y a pas une facilité pour les femmes à dormir dans l'observatoire à cette époque. Néanmoins, elle a persisté. Et c'est elle qui a fait les premières courbes de rotation des galaxies. C'est-à-dire, quand on voit une galaxie comme ça, on peut mesurer la vitesse des étoiles et on trouve que quand on va très loin du centre, la vitesse des étoiles ne diminue pas. C'est une indication de plusieurs galaxies. Si la gravité était où on voit la lumière, parce que la lumière est plus faible, plus loin, on doit voir une diminution de vitesse. On ne voit pas. C'était la première donnée qui montre que dans les galaxies, et aussi dans les amas de galaxies, on a la matière noire. C'est partout. Voilà, ok. Alors, tout ça, c'était le vrai début de la cosmologie moderne. Mais pour le Big Bang, pour vraiment tester le Big Bang, on a besoin de la prochaine étape. C'est vrai, on a mesuré les éléments légers comme l'hélium. C'est une plus ou moins preuve. On a besoin d'une époque très chaude pour les premières 30 minutes de l'univers. Mais la vraie preuve était la détection de la rayon qui doit être là si c'était une bonne hypothèse pour la création des éléments légers. Et c'est un rayonnement fossile dans le ciel qui, aujourd'hui, à l'époque, à la première demi-heure, c'était vraiment très chaud. Aujourd'hui, c'est très froid. Et c'est si froid qu'on peut le voir seulement dans le radio de spectre, les ondes radio. Ce n'est pas lumineuse du tout, dans le sens normal. Et l'équipe qui a fait cette découverte, la première équipe, deux Américains, astronomes radio, et qui, dans 1964, ils ont découvert cet excès de rayonnement dans le ciel qui devient du Big Bang. Et c'était la preuve, peut-être la plus grande preuve qu'on avait passé on avait passé très chaude, plus chaude qu'un four. Pourquoi on pense ça? Parce qu'avec les instruments modernes, on a mesuré la distribution des photons dans ce rayonnement fossile, et c'était fait avec un télescope 30 ans après. Mais ça montre que le rayonnement est distribué comme qu'est-ce qu'on appelle un corps noir, un corps noir de radiation. C'est rayonnement parfait qu'on trouve seulement dans le four parfait, et c'est la preuve que l'univers était, quand c'était très dense, très épais, très opaque, c'était comme un four, et c'est une prédiction du modèle. Et c'est la preuve que le rayonnement du fond, le rayonnement fossile radio, son origine était dans cette four, le Big Bang lui-même. Voilà, alors j'ai commencé à faire la cosmologie, comme Sébastien a dit, dans les années 70. À cette époque,
la cosmologie, c'est pas très bien connu. Alors, ici, une lettre que j'ai reçue de le vice-président de mon université à l'époque, et c'était adressé à moi, le département d'astrologie. Voilà. Office de Vice. Voilà. Et c'était dans les années 70, mais ça continue un peu. Ici, j'ai un autre exemple tu sais, c'est pas si évident que tout le monde comprend la matière noire non plus. Quand j'ai passé un moment en Australie, j'ai reçu un article dans le journal qui a parlé j'ai donné une conférence sur la matière noire. Et c'était dans le journal de Canberra Times, au moins 90% de la masse de l'université est dans la forme de matière non lumineuse. Voilà. Et peut-être que c'est la vérité aussi. C'est très possible. Voilà. Alors, le rayonnement du fond. OK. Alors, j'ai fait mes études pour faire la prédiction de cet rayonnement du fond. Et l'idée que j'ai poursuivie, c'était on doit trouver pas un rayonnement uniforme dans le ciel, mais un rayonnement avec les petites fluctuations, les variations d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un univers très varié, très inhomogène. Et l'origine de cette inhomogénéité doit être réfléchie dans notre racine, dans le ciel, dans ce rayonnement fossile. Alors, j'ai fait un peu de théorie à l'époque. Voilà, c'est mon calcul théorique. Et les observateurs ont commencé à regarder. C'était toujours j'étais toujours plus optimiste que les données, les observateurs. Et tu vois, chaque plusieurs années, on a raffiné nos calculs. Et les observateurs ont raffiné leur expérience aussi. Et seulement après peut-être 30 ans des expériences, on a réussi à mesurer le rayonnement du fond. Et la raison, c'est très difficile, et c'est un peu comme on regarde l'univers, mais avec une fenêtre qui est très sale. Alors, on doit nettoyer cette fenêtre soigneusement. Et tu vois, ici, nous sommes ici, c'est rayonnement fossile. Entre le rayonnement et nous, c'est toute notre galaxie, toutes les poussières dans le ciel, de la Voie lactée, beaucoup de choses qui rendent ça très, très difficile à voir. C'était le problème. Alors, c'est pris presque entre le Discovery en 1964 et c'est pris presque 30 ans pour la prochaine étape. Et c'était dans 1992, que les racines de la création étaient découvertes. Les fluctuations de température dans cette racine. Alors, je vais montrer un peu cette histoire. La difficulté, on peut dire, c'est un peu comme ça. Ici, c'est un plan qu'on connaît très bien. Imagine cet satellite, le satellite Kobe, qui est lancé en 80, la fin de 89, disons 89. Ça a pris 2 ans pour les données. Si on imagine cet plan comme vu par cet satellite, on voit ça, avec tous les bruits, des signaux, les problèmes de signaux des instruments de satellite. C'est comme un filtre. C'est un filtre qui... Alors, on doit imaginer, on prend un plan comme ça, on doit recouvrir tout ça qui est dedans. Alors, c'est une question d'analyse des signaux qui est difficile à faire. On peut faire ça avec les ordinateurs maintenant. Et c'est comme ça que, par exemple, les agences d'intelligence, ils écoutent notre appel téléphonique parce que comme ça, ils peuvent trouver une phrase ou deux dans des millions de phrases qui sont significatives. C'est un peu comme ça. En fait, c'est exactement la même technologie qu'on utilise pour faire l'astronomie. Voilà. En effet, quand on fait une analyse des données de ce satellite, ils ont trouvé ça. Alors ici, les fluctuations de force, c'est l'effet de la Voie lactée, c'est l'image de la ciel, et c'est les fluctuations. C'est un télescope assez petit qui n'a pas de bonne résolution, mais ces tâches ici
sont des différences en température d'une fraction d'1%, d'un point à un autre. Alors, c'était une grande découverte et c'était dans tous les journaux du monde. En Angleterre, tu vois, c'était la première page de nos journaux. On a découvert le début de l'univers. Voilà, on commence le Big Bang, nous sommes là, etc., etc. Et en France, c'était page 3 du Monde, je pense. Mais néanmoins, on a célébré. Mais c'est un télescope anglo-saxon, alors peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les grumeaux de la soupe cosmique. Et bien sûr, beaucoup d'astronomes sont impliqués dans l'expérience moderne. Je vais venir à ça dans un moment. Mais pour cette découverte, le prix Nobel a été donné à les deux principes derrière l'expérience, George Smoot et John Mather, il y a 5 ou 6 ans. Bon, alors, la prochaine étape, et on va aller maintenant à l'année 1980. Alors, maintenant, c'est le tour d'une autre section de scientifiques, les physiciens des particules. Et les physiciens des particules, c'est les gens qui pensent vraiment de le début de tous. Le boson de Higgs, tout ça, c'est le domaine de la physique des particules. Mais ils ont réalisé qu'à cette époque, on n'avait pas le LHC, on avait des plus petits accélérateurs. Et ils ont réalisé que pour vraiment trouver les nouvelles choses en physique des particules, on a besoin d'un très grand accélérateur. Et l'univers était évidemment quelque chose, et c'est encore vrai, qu'on ne peut pas reproduire dans le laboratoire. Et en principe, de l'univers, on avait des énergies très très puissantes, très hautes, que peut tester les physiques des particules. Alors, ils ont commencé à faire des choses très très intéressantes dans le domaine d'astronomie, de cosmologie. Alors, et j'essaie de montrer ici qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est une échelle d'énergie. Nous sommes ici à une échelle énergie bas. On ne peut pas vivre dans un four, hein, dans le soleil, mais imaginez aller à beaucoup plus grande température. En principe, la limite, on arrive quand les protons, les protons, les atomes étaient dans comme une soupe qu'est-ce qu'on appelle une soupe de quarks, c'est le particle élémentaire dans les protons. Et c'est une limite qu'on a découverte avec les grands accélérateurs. Et c'est indiqué ici. Et à ce moment, tous les réactions fondamentales, comme celle de chimie, l'effet de l'électricité et magnétisme, et l'échelle de la physique nucléaire, étaient tous les mêmes, tout est unifié. Et c'est marqué comme ça. Et gravitation, c'est une force très faible, mais en principe, à une très grande énergie, toutes les forces doivent être les mêmes. On ne peut pas faire la différence entre un proton et un électron, une particule massive, une particule moins massive. Tout est unifié, avec gravitation aussi. Mais le problème, on n'a pas vraiment cette théorie. On n'a pas ce qu'on appelle la théorie quantique de gravitation. Ça n'existe pas pour le moment. Mais en principe, c'est qu'est-ce qu'on imagine à très grande mesure ça. Alors, ici, c'est notre plus grand accélérateur. Avec le Big Bang, en principe, on peut aller jusque-là et peut-être jusqu'au début. Alors, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire en principe avec la cosmologie. Pour aller jusque-là, on doit imaginer un accélérateur qui va de la Terre jusqu'à la Lune, qui est vraiment un grand budget impossible. Mais avec le Big Bang, on peut tester cette époque ici, qu'on a fait la unification des forces fondamentales, et peut-être un jour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les physiciens des particules? Alors, ça a commencé avec l'idée que si on peut être dans cet état quand les forces fondamentales sont unifiées, quand l'univers a une très grande énergie, quand l'univers commence à
refroidir un peu, on peut donner pour le moment beaucoup d'énergie à l'univers. C'est un peu comme si on est dans un lac qui est glacé. Quand la glace commence à baisser la température, comment melt, voilà. Fond, merci, voilà. Et il y a un peu de chaleur qui laisse les poissons peuvent vivre dans l'eau. Voilà. Et dans le cas de l'inflation, ça donne une grande énergie en principe. Alors, ils ont réalisé que c'est difficile à expliquer, mais néanmoins, avec un certain ajoutement avec les mains, alors l'univers doit être énorme, vraiment énorme, et ça commence très petit. C'était leur idée. Alors je vais essayer à montrer ça avec une autre image. Alors, c'est l'univers avant qu'est-ce qu'on appelle l'inflation au début du Big Bang. Pas vraiment avant, mais au début du Big Bang. C'est vraiment, si on prend toute la matière qu'on a maintenant, en principe, c'est vraiment dans un endroit très petit. C'est peut-être continue beaucoup plus, mais l'univers actuel qu'on peut voir dans le télescope, c'est dans une région, c'est compris comme ça. Comment c'est arrivé? Leur idée, c'est un peu comme ça. On a commencé avec une région très petite, mais très irrégulière, mais avec une expansion énorme. C'est comme, imagine la surface d'un ballon, ça devient très, très homogène. Et si on regarde une région de ce ballon, c'est aussi très plat. Alors, c'est fait une prédiction. On commence très petit, avec ce changement de phase à cause du changement des forces fondamentales. Ils ont fait la prédiction qu'en principe, l'univers aujourd'hui doit être très plate, c'est-à-dire plat dans le sens géométrique de Euclide, les trois angles d'un triangle pour ajouter à 180 degrés. Et en plus, énorme. Et la chose qui était un peu de surprise au début, maintenant on comprend c'est beaucoup meilleur, c'est en même temps, il n'y a pas un univers qui est très homogène, mais un univers avec des très petites fluctuations qui survivent, qui en effet sont à l'origine les fluctuations quantiques, mais c'est le souvenir de ça, et qui sont à l'origine de toutes les structures de l'univers. Alors c'était l'idée. Encore, mais c'était vraiment une révolution dans nos pensées. Pour montrer cette révolution, c'est un peu comme ça. Avant cette théorie qu'on appelle l'inflation, de cette expansion énorme, on a pensé que tout ce qu'on peut voir, notre 14 ou 15 milliards d'années-lumière, c'était dans une région comme ça, il était un peu plus. Mais maintenant, on pense, c'est une prédiction de cette théorie, qu'on est vraiment dans une région qui est infinie ou presque infinie. Ça continue, ça, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qu'il y a au-dehors. Je vais revenir à ça dans un moment. OK. Voilà. On essaie avec le télescope à voir le plus loin possible. Hein. C'est une survey de millions c'est une simulation en effet de millions de galaxies dans le Big Bang, mais c'est une galaxie. Mais la prédiction de la théorie d'inflation qui donne l'origine de tout ce qu'on peut voir, c'est l'idée qu'il y a des très petites fluctuations de variation en densité. Et tu vois ici, je commence avec quelques petites fluctuations, et avec le temps, ils deviennent plus grandes, et aujourd'hui, ils sont à l'origine de la galaxie actuelle. Mais quand on a commencé, ils étaient vraiment une fraction de %, de variation en densité, et parce que l'univers était plein de radiation, était toujours plein de radiation, aussi des variations dans la température dans la radio fossile. Alors, si tout ça est correct, si ces fluctuations peuvent expliquer les galaxies comme ça, et toutes les galaxies dans l'univers aussi, si c'était ça, on doit le trouver. Alors, et le satellite Planck,
cette année a annoncé le dernier résultat. Alors, ici, c'est le problème de la poussière de le ciel. Et derrière la poussière, après 2 années de nettoyage, une expérience pilotée par un Français, Jean-Luc Pouget, un Italien, Renaud Manalese, était découverte cet plan magnifique de l'univers. Et dans ce plan de l'univers, c'est le rayonnement fossile, on peut voir les régions qui sont un petit peu plus chaudes que la moyenne par 10-5, une fraction de %, un petit peu plus froid, et on peut voir les régions qui sont en effet après la croissance à cause de la gravitation, ils ont donné l'origine aux galaxies. Alors, c'était qu'est-ce qu'on a trouvé, et cette nouvelle expérience, c'était notre meilleure vue jusqu'à maintenant sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, une des prédictions de cette augmentation en taille de l'univers était que l'univers doit avoir une géométrie euclidienne. On dit que l'univers doit être plat. Est-ce que c'est plat? Alors ici, la même expérience, les données qui sont données. Alors, je montre ici un moyen à regarder les fluctuations. On prend la moyenne sur beaucoup d'échelles angulaires. Et la seule chose, je vais vous montrer, il y a une échelle typique d'un degré, plus ou moins. Et si l'univers n'était pas plat, quand on voit le rayonnement fossile, on doit voir une augmentation avec l'angle. C'est comme on regarde dans une lentille. Mais si l'univers est plat, ça doit être correspondant exactement à un angle plus petit. Et cet angle-là, ça correspond exactement à la platitude de l'univers. Alors, c'est une preuve que l'univers est plat. Et un autre voir, imaginez, Einstein nous a dit que l'espace, à cause de la gravitation, peut donner un espace qui peut être courbé. Il y a dans la cosmologie, on a 3 choix. On a la possibilité de l'univers qui est plat, et c'est plus facile à montrer ça en 2 dimensions. Je ne peux pas faire en 3 dimensions, mais je vais essayer d'écrire alors. C'est qu'est-ce qu'on a mesuré, un univers plat avec un mais si on peut aussi imaginer un univers qui avait une géométrie comme un sphéroïde, une géométrie comme un hypologue. Et dans ces 2 autres cas, les 3 angles de triangle sont moins ou plus que 180 degrés. Alors, ce n'est pas le cas, on a mesuré ça en effet. Et une implication, l'univers doit être infini ou presque infini, parce que c'est peut-être qu'il y a un petit peu de curvature qu'on n'a pas mesuré encore, mais c'est un petit peu comme ça. Mais en tout cas, l'univers doit être énorme, vraiment énorme. Alors, cette idée de la curvature d'espace était inventée par Einstein pour comprendre la gravitation. C'est très amusant à voir un grand artiste qui a fait le dessin, qui peut-être, je vais vous montrer. Escher, il n'avait pas de formation en physique, mais il connaît de physique, je pense. En tout cas, Angèle et Démon, et il montre ici le cas d'une géométrie comme celle de la surface d'une sphère. Et on voit la distinction des objets très loin, qu'on ne voit pas dans le rayonnement du fond. Et ici, il a fait aussi le convers, une géométrie hypoloïde aussi, Escher, et on voit les choses deviennent plus petites et très petites, comme on voit plus loin. Voilà. Alors, l'échelle, en effet, c'est une très jolie description de l'effet d'une espèce courbée. Nous sommes en effet dans une espèce plate, et les anges et les démons sont en effet toujours la même taille. Voilà. OK. Je vais parler un peu maintenant de l'énergie noire, qui est la dernière grande découverte de l'univers. Alors, Einstein a pensé qu'avant la découverte de l'expansion, que l'univers était statique. Il n'y a pas de raison de penser autre chose. Mais si l'univers était statique,
il avait peur que ça peut être instable, collapser. Alors, il a inventé une force d'antigravitation qui est appelée la constante cosmologique, qui peut faire l'univers en état statique. Alors, c'est la théorie d'Einstein. La gravitation, ici, qui donne la couverture de l'espace, et on a une certaine source de masse et d'énergie qui donne la couverture de l'espace. Et Einstein a ajouté une chose ici, en effet, pour compenser le fait de la matière, comme matière négative. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a une compensation de gravitation, et on met ça là, et c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Et qu'est-ce que fait antigravité? Ça peut donner accélération si ça existe. Alors, l'idée d'Einstein n'existe pas, mais la même idée d'avoir une force qui peut compenser la gravitation, maintenant on le mettra dans la source de masse d'énergie, on appelle le nouvel terme l'énergie noire. Peut-être que c'est zéro. Avant les années 90, on a pensé que c'était zéro. Mais la grande nouvelle est dans l'année 2000, les astronomes ont découvert que cette énergie existe. Et comment ils ont découvert? Parce que ça ajoute contre la gravitation. La gravitation attire, alors l'énergie noire accélère. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Était que quand on regarde une supernova, une étoile explosant dans une galaxie distante, c'est un peu trop faible que prévu. Et la seule explication pour sa faiblesse est pour accélération de l'univers. C'est plus loin qu'on est prévu. Et c'était en effet parce qu'on mesure la différence entre ça donne un effet contre la matière noire, contre la gravitation. Et en effet, cette action a été compensée encore par un prix Nobel il y a 3 ans pour ces 3 gens qui ont découvert cette accélération. Un Australien et 2 Américains. Voilà. Ah bon, avec les grands télescopes. Alors, la conséquence est, on pense que la plupart de la masse d'énergie dans l'univers, c'est pas seulement la masse, est noire et sombre. Comment on peut être certain de ça? Alors, avec cette accélération de l'univers, on mesure la différence entre la matière noire et l'énergie noire, parce que l'énergie noire fait une chose contre la matière noire. Avec les effets de la courbe de rotation des galaxies, les choses, les amas, tout ça, on mesure la matière noire. Avec le rayonnement du fond, on mesure la couverture de l'espace. Et Einstein nous a dit que tout dans l'espace contribue à la couverture, c'est l'énergie et la matière. Alors, la mathématique, ce n'est pas compliqué. On cherche 3 choses, matière et énergie noire. On est 2 choses. On a 3 expériences à faire. Alors, c'est une chose qu'on peut en principe faire très bien. Et le résultat, c'est le suivant. Qu'on mesure ces 3 choses. On trouve on a la matière noire, on a le rayonnement du fond et on a la supernovae. Et l'intersection de ces 3 expériences, c'est dans un point très précis qui nous dit que 2 tiers de l'univers est l'énergie noire et 1 tiers la matière noire. C'est notre conclusion. Voilà. Et en même temps, l'implication est aussi que parce que l'univers est très très plat, c'est très très grande, vraiment énorme, peut-être infinie. Alors on est là, et je vais finir par vous expliquer une conséquence très surprenante de tout ça. Parce que cette idée de l'énergie noire, c'est vrai qu'Einstein a en effet pensé la même chose, mais pour les physiciens, c'était un grand problème. La raison, c'est la suivante. L'univers est 1 tiers matière noire. Il y a
quelques atomes dedans, nous sommes les atomes, et 3/4 énergie noire. Alors, ils ont fait une prédiction avant les expériences de la possibilité d'énergie noire. Et cette prédiction a donné un chiffre, et je ne vais pas expliquer les détails, mais c'était sur la physique de gravité quantique qu'on connaît très bien, qui est un chiffre comme ça, 10 à une très grande puissance. Mais qu'est-ce qu'on observe est un chiffre beaucoup plus petit. Alors, c'est 10 la différence est 120 facteurs de 10, qui est énorme, et on dit que c'est la plus mauvaise prédiction dans la physique, dans toute la physique. Alors l'existence de cette accélération, c'est une surprise, et ce n'est pas expliqué du tout. Alors, pour ça, on a dû penser d'expliquer qui va vous sembler un peu exotique, mais je vais essayer d'expliquer. Alors, une expression va comme ça. Dans la théorie d'inflation, c'est très possible que nous sommes ici, voilà, c'est notre univers, mais il y a inflation peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et on peut créer des autres univers tout le temps, dans tout l'espace, et pour tout le temps aussi. Alors ici, des autres univers. Alors ils ont peut-être une infinitude, presque une infinitude d'autres univers. Et l'idée derrière tout ça est, dans tous ces univers, on peut imaginer des différentes valeurs de cette énergie noire, et dans notre, c'est juste plus ou moins la bonne. C'est l'idée, voilà. Et c'est un peu comme ça. Voilà, on est tous ces univers possibles, et on habite dans une poche, un univers énorme, presque infini, et dans cet univers, la cosmologie constante est plus ou moins que ce qu'on voit. Si c'était beaucoup plus grand, on ne peut pas être ici. L'univers aura accéléré beaucoup trop vite avant les planètes peuvent former. Pas de Terre, pas rien en effet. Alors, la théorie de probabilité de tous ces univers dit que si on a assez de chance, on peut imaginer avoir un univers qui a la bonne chaleur, le bon nombre de planètes, des étoiles, de galaxies pour nous. Alors, c'est une théorie qui, je pense, la plupart de mes collègues pensent une bonne théorie, mais il y a peut-être des autres qui disent le suivant. Si on imagine tous ces autres univers, ils sont par définition impossibles à voir. Ils sont trop loin, la lumière ne peut pas arriver là, ils ne sont pas connectés à notre domaine causal, en effet. Alors, si c'est le cas, ce n'est pas vraiment la physique, c'est plutôt la métaphysique. Alors, il y a des gens qui disent que la théorie de la multiverse, parce que ça ne peut pas faire les prédictions qui sont dans aux expériences, et peut expliquer n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas vraiment la vérité, parce qu'il y a... je vais donner deux exemples qui essaient d'expliquer tout ça. Un exemple, c'est le suivant. Dans toutes les théories des possibilités pour tous ces multivers, autres univers, on peut réduire ça à la mathématique fondamentale, et parce que la mathématique est fondamentale à toutes les particules élémentaires, et c'est aussi fondamental à tous les possibles pour l'univers. Et il y a, dans cette, il y a classification des univers, des géométries, des topologies possibles pour l'univers. Et on trouve que le plus simple, c'est seulement ici, et c'est le seul qui correspond à le bon nombre de types de particules élémentaires. Alors, ce n'est pas exactement une preuve que nous sommes là, mais c'est dit que c'est essayer d'expliquer pourquoi les autres univers peut-être n'existent pas avec la bonne physique. Voilà. Et l'autre possibilité est beaucoup plus simple. Ça dit que nous sommes là. Et en effet, ça c'est un univers qu'on peut observer. Et tout ça c'est la galaxie. Et nous sommes dans le centre de cette région. C'est notre horizon en effet. Et tout est le même partout. Mais l'autre expression dit que nous sommes dans un grand trou
Un grand trou, pas complètement un trou, mais parce que c'est un trou, l'accélération de l'univers est changée vis-à-vis le reste de l'univers. Parce qu'à cause de, si c'était l'inverse d'un trou, un excès, on veut diminuer l'accélération à cause d'excès de gravité. Si le convert un vide, un grand vide, c'est un vide, on va avoir un effet en accélération vers l'extérieur. Alors, on peut habiter dans un vide, presque vide de galaxies. C'est pas beaucoup de monde n'aime pas ça parce que c'est une violation de la principe de Copernic qui disent que nous ne sommes pas dans un endroit spécial, en tout cas vis-à-vis du Soleil, ou la Terre, dans le cas de Copernic. Bon, alors ici une remarque d'un grand physicien, les cosmologies sont souvent en erreur, mais jamais dubitatif, je pense. Alors, qu'est-ce que sont les... alors, en sommaire, on peut imaginer une plus fondamentale théorie d'énergie noire un jour, ou peut-être une explication dans l'astrophysique. Alors, je vais terminer par donner les perspectives pour l'avenir, pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Pour le moment, les astronomes, ils ont le problème qu'on a, et on a besoin d'un très grand budget. Hein. Le seul régime qui n'est pas expression, c'est le budget qui est dans un état de contraction actuel, bien sûr. Alors, ça ne donne pas place à les télescopes, je vais vous montrer en fermant. Alors, pour la matière noire, on est où? Voilà, on a besoin d'expérience pour le voir avec télescopes qui ne sont pas vraiment les télescopes qu'on peut imaginer les télescopes. Par exemple, ici, c'est un télescope, en effet, un détecteur de particules de matière noire, qui sont particules faibles, qui est à une profondeur de 4 km. C'est dans une mine. Ici, c'est un télescope qui est vraiment pas comme un autre télescope ordinaire, qui cherche les rayons gamma de l'espace. Ici, c'est un télescope qui cherche des neutrinos. C'est juste pas loin de Toulon, en France, où il y a une grande falaise dans l'océan, pas loin de la côte. Et une équipe française qui a suspendu des cellules de photovoltaïques qui peut montrer, en principe, chercher pour les neutrinos. Et finalement, un autre télescope qui cherche les rayons gamma dans l'espace. Alors, tous ces projets sont très, très chers. On compte les milliards d'euros pour tout ça. Mais il y a des nouvelles qui doivent montrer pour chercher pour la matière noire. Et pour l'énergie noire, ça continue, c'est encore plus cher peut-être. On a les projets européens qui ont un télescope de presque 40 mètres carrés qui va être construit dans les prochains 10 ans. Il y a le projet parallèle américain qui va faire plus ou moins la même chose. Une expérience dans l'espace, un télescope européen piloté par Yannick Millet qui est dans l'IAP. Peut-être que vous avez été dans un de ces colloques ici. Et des autres expériences, et finalement Planck, etc., qui est déjà là. Mais le successeur va être construit. Alors, tout ça, c'est pour l'avenir. Si on a assez d'argent pour continuer les projets, pour le moment, ils sont en ligne pour l'avenir, mais on n'est pas très confident. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir? On a besoin d'un nouvel Einstein, peut-être. Et on peut dire aussi meilleure simulation et observation, meilleure qu'on a maintenant pour voir les détails de comment les objets forment dans l'univers. Alors, je vais finir pour faire une grande prédiction de l'avenir, vraiment l'avenir. Alors, ici, nous sommes là, la Terre, et avec nos plus grands télescopes, en principe, on peut voir 15 milliards d'années-lumière. Voilà. OK. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, avant 10 ans, on a pensé que comme le temps continue, on va voir plus et plus et plus, voilà, parce que l'univers n'expand pas exactement, on peut voir plus et plus avec le passage du temps. En effet, ce n'est pas vrai, parce que l'univers est dans un état d'accélération.
on va voir moins et moins. L'univers accélère, c'est ce qu'on a appris avec la diminution de lumière de supernova. Et je pense, dans 140 milliards d'années, c'est la prédiction pour l'avenir, on va avoir seulement nous. On va être très seul. Bon, peut-être on va trouver des planètes avec des autres pour les amis, mais je ne sais pas. OK, merci. Merci professeur pour cette très, très intéressante présentation. Donc est-ce qu'il y a des questions? Je suppose que oui. Merci, thank you. J'aimerais avoir l'explication pourquoi les supernovas donnent une information sur la dark matter moins dark energy. Pourquoi c'est ce que vous aviez passé là sur votre slide? Voilà, alors, une supernova, c'est comme une bombe parfaite. On pense on peut expliquer, parce qu'on a observation de beaucoup de supernovae proches maintenant, pas quelques-unes dans notre voie créée dans le passé, les 10 000 années, mais plutôt dans les galaxies voisines. Et on est presque certain, pour un certain type de supernova, on peut comprendre exactement son luminosité au maximum. Alors, on cherche pour ces équivalents très loin, parce que le supernova, c'est si brillant au début, c'est presque plus brillant qu'une galaxie entière, on peut voir très loin. Alors, quand on voit ces supernovas loin, on sait exactement son luminosité, son flux de lumière. Et si c'est un peu moins, c'est une surprise. On trouvait le supernova le plus loin était peut-être 25% moins lumineuse, moins faible que prévu. D'accord, mais ça, c'est l'énergie noire. Pour ça, on est certain que l'univers devrait être plus large que prévu à cause de l'accélération. C'est la seule application qu'on a pour le moment. Et pourquoi la matière noire? Pourquoi vous dites que c'est la matière noire moins l'énergie noire? Alors, pourquoi la matière noire? Parce que on ne peut pas expliquer tout ce qu'on voit avec les vitesses des galaxies dans les amas, les vitesses des étoiles de notre galaxie. On sait que la matière noire domine. C'est seulement ça. Merci pour votre exposé. Oui, ma question est assez simple, c'est sur la matière noire. Cette matière noire, elle me paraît contradictoire avec deux grandes théories de physique actuellement. C'est que, elle ne forme pas des trous noirs de matière noire, donc elle serait contraire à la relativité. Et après ça, elle est pourtant très fortement éclairée par des rayons gamma qui viennent des galaxies que cette matière noire entoure. Et elle ne répond pas aux effets photoniques einsteiniens de l'émission. Donc elle est contraire à la théorie des quanta. Ça fait beaucoup pour la matière noire d'être contraire à la relativité et contraire à la théorie des quanta. Est-ce que je me trompe? Oui. Excuse-moi, mais je me trompe. Alors, par exemple, la matière noire peut très bien fabriquer un trou noir. Ça dépend seulement sur son interaction. Si c'est vraiment de faibles interactions, c'est difficile. Mais on a des théories de matière noire maintenant avec une très grande section d'efficacité d'interaction, très forte. Et en principe, les gens ont proposé les trous noirs fabriqués seulement de matière noire. Alors c'est seulement une possibilité pour la matière noire. On n'a pas détecté la matière noire encore, on ne sait pas. Mais en principe, pas de problème. Et pour les rayons gamma, si j'ai bien compris, on cherche les rayons gamma parce que dans les galaxies lointaines, comme indice de matière noire, parce que la théorie qui est le plus développée de matière noire disent que les particules de matière noire peuvent s'annihiler l'une avec l'autre et donner des rayons gamma. Et si on découvre des rayons gamma dans la région sans beaucoup d'autres choses, sans beaucoup d'étoiles, etc., c'est une preuve de l'existence de matière noire. On n'a pas trouvé, mais ça ne dit pas grand-chose. On a besoin de plus grands télescopes, plus de milliards d'euros pour développer. On espère toujours, on est très optimiste pour chercher les choses, mais il n'y a pas de contradiction.
Merci pour votre exposé. Si j'ai bien compris, l'univers est actuellement en expansion. Et sa vitesse d'expansion est-elle limitée ou risque-t-elle de s'accélérer et approcher la vitesse de la lumière, auquel cas l'univers exploserait? Ah oui, Merci. alors j'étais un peu approché, quand j'ai parlé d'expansion, c'est vraiment l'espace qui est en expansion. C'est l'espace et les galaxies sont dans l'espace et ils sont protés avec l'espace. Mais c'est l'espace qui est dans cet état d'expansion. Et en principe, il y a, voilà, l'espace lui-même n'est pas limité par la vitesse extrêmement de lumière, mais les galaxies dedans sont limitées par vis-à-vis relative à nous. C'est une vitesse relative. Mais tout l'espace, on peut imaginer en effet plus grande vitesse d'un coin de l'espace à l'autre, mais ce n'est pas vraiment en vitesse physique, c'est seulement un effet de l'espace. Je voulais vous demander un renseignement. La matière noire, j'ai un peu de mal à l'appréhender. Ce que vous appelez matière noire, c'est simplement des atomes, des molécules de matière ordinaire ou c'est quelque chose de totalement différent? Alors, la seule chose qu'on a confiance, et c'est la matière n'est pas la matière ordinaire. Si c'est de la matière ordinaire, la Terre, le Soleil ont été plein de matière noire, on ne le voit pas. Alors, on sait que c'est une particule avec beaucoup plus faible énergie que les particules ordinaires. C'est la seule chose qu'on peut dire avec précision. Ça peut être une particule élémentaire qui n'a pas découverte. On cherche tout le temps maintenant, beaucoup d'expérience, mais à cause de la faible interaction, c'est difficile à trouver. Mais on a d'espérance. En principe, j'ai montré les cartes de la matière noire, on peut le voir indirectement, mais pour avoir une découverte, on doit découvrir vraiment la particule lui-même, et c'est très difficile. Mais ça va venir un jour, je ne me doute pas. Si on ne trouve pas, il y a des gens qui disent qu'on doit changer notre théorie de gravitation. Mais ça, parce que la théorie de gravitation marche si bien, que pour moi, c'est un acte de désespoir à faire ça. Mais pour le moment, on cherche la matière noire. C'est difficile à concevoir le début de l'univers avec le Big Bang. Et évidemment, on a tout naturellement envie de poser la question avant le Big Bang. Quid avant le Big Bang? Alors, on parle d'un univers cyclique. Oui, alors, franchement, on ne sait pas. Il y a des possibilités pour l'univers cyclique, ce n'est pas du tout interdit. Il y a des théories qui disent que c'est une possibilité. Les autres théories disent, j'ai parlé de la théorie d'inflation éternelle. C'est-à-dire, on avait toujours un univers, dans le sens le plus grand, qui a fabriqué dans chaque proche de l'espace-temps un autre univers, et c'est toujours continué comme ça va continuer dans l'avenir. Notre univers, on peut voir à un âge fini, le Big Bang, mais c'est dans un ensemble de l'univers de tous les âges possibles. Alors, il n'y a pas de limite. Avant notre Big Bang, les autres Big Bang. On voulait savoir, en fait, nous savons que la matière normale peut réagir avec le vide. Qu'il y a quelques relations. Mais est-ce que la matière noire, elle aussi, réagit avec le vide? Alors, est-ce que la matière noire peut réagir avec le vide? En principe, ça ne pose pas un problème. Le vide, on pense, c'est plein de matière noire. Peut-être un peu moins que la moyenne, parce qu'on pense dans un vide, la force de gravtation, c'est un peu diminué, mais peut-être 10%, 20%, on ne sait pas du tout. Mais en principe, la matière noire suit la matière lumineuse. La matière lumineuse peut diminuer dans le vide, comme ça la matière noire aussi. Vous avez parlé d'un univers qui était presque infini. Qu'est-ce que vous voulez dire par presque infini? C'est-à-dire il est infini ou il est fini? Alors, si c'est vraiment infini, on doit mesurer cette platitude parfaite, si on accepte Einstein. Il y a toujours une limite expérimentale. Je suivais seulement la possibilité que dans l'avenir, avec une meilleure expérience, on doit trouver une déviation dans le sens d'un espace sphérique. Et l'espace sphérique, c'est fini, c'est tout. Mais la limite actuelle dit que la taille de cet espace sphérique est très très grande, presque 1000 fois plus grande que l'univers actuel. Alors, j'appelle ça presque infini, mais bon, c'est pas vrai. Ouais. Oui, merci pour votre réponse tout à l'heure. Je vais vous poser une petite question qui me chiffonne.
Si jamais l'univers est né d'un œuf primitif façon Georges Lemaître, pour ne pas faire de la peine à Einstein, il devait avoir un rayon de Schwarzschild au moins potentiel. Au moins potentiel. Peut-être d'ailleurs, ce rayon de Schwarzschild, alors que l'œuf était encore très œuf, il s'était déjà étendu, parce que cet œuf est resté très longtemps. Mais si jamais on imagine que l'univers a commencé par un œuf primitif, eh bien, il avait au moins un rayon de Schwarzschild potentiel. Et si jamais on ne veut pas faire de la peine à Einstein, il ne peut pas dépasser ce rayon de Schwarzschild quand il devient réel. Comment se fait-il qu'on n'imagine jamais que dans l'expansion de l'univers, l'univers a toujours été précédé par un rayon de Schwarzschild qui s'est développé en avant de lui, et la matière, l'espace et le temps se sont déployés dans ce rayon de Schwarzschild qui s'est établi en même temps que lui, ou un petit peu même avant lui. Ok, bon, alors en effet, le rayon de Schwarzschild, c'est plus ou moins actuellement le rayon de l'univers, tout ce qu'on peut voir maintenant. Et pour dire qu'est-ce que c'est au début, ça, on doit entrer dans le domaine de la physique quantique. On n'a pas une série physique quantique et je ne préfère pas spéculer sur ça. Mais en effet, l'élément le plus petit au début, c'est ce qu'on appelle le masse de Planck. Et c'est le masse qui correspond à le rayon de Schwarzschild et la longueur de Compton de ces particules. Mais bon, on a besoin de vraies théories pour adresser la question qu'est-ce qui est arrivé à tout ça au début de l'univers. D'après les trois figures que vous avez montrées, je veux savoir les dimensions de l'espace. C'est sur combien de dimensions l'espace est étalé? Oui, bon, alors nous sommes dans 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de temps. La théorie des multivers, la théorie des codes qui donne la théorie des multivers, disent on peut imaginer beaucoup plus, on doit avoir beaucoup plus de dimensions. Peut-être 11, peut-être 20, mais toutes ces dimensions, ils sont contractés, ils sont tous invisibles, et cette contraction est arrivée très très tôt dans l'univers, à l'époque dans l'époque de la gravitation quantique au début, à une époque de 10-36 secondes après le Big Bang. Et maintenant, on a seulement reste avec les 4. Les autres sont invisibles. Sur une de votre diapo, il était écrit que dans 10 puissance 140 ans, on ne verra plus les galaxies extérieures. Alors, si on va plus loin, il y a un moment, on ne verra plus les planètes extérieures, on ne verra plus notre bout du nez. Ouais. Les atomes ne péteront. C'est idiot ce que je dis ou c'est un fond de vérité? Non, non. Je pense qu'on va tout être très loin dans peut-être 1000 ans. Et je préfère parler de 140 millions d'années, c'est un peu dangereux, non, avec l'état de notre civilisation actuelle. Bon, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut arriver, mais à un moment, on doit arrêter quand on a un objet comme la galaxie. En principe, ça va exister, mais il y a des autres changements que je ne peux pas imaginer à cette époque-là. Voilà. Mais l'univers, en effet, on est dans ce sol, on ne sent pas l'expansion de l'univers. Ça n'a rien à faire avec nous. Alors j'imagine que ça va être toujours comme ça. C'est l'espace qui... Oui, bon. Encore une question, s'il vous plaît. Oui. Si on vous donne un budget illimité, imaginons, oui. Vous faites quoi? Vous faites un super télescope, des satellites, vous voulez des super ordinateurs pour faire des simulations ou... Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? Tous les toits, voilà. Bon, ben, je propose de remercier à nouveau le professeur pour ce bel invité. Merci.